logiquement. Alors ceci, boum. Voilà. Super, merci. Oui, je repars avec ça. Je te donne ça pour faire avancer l'IA. Parfait. Grand merci bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler effectivement du canal aujourd'hui et en qualité de néophyte, parce que c'est clairement pas mon domaine d'expertise, mais c'est quand même un sujet auquel je me suis intéressé dans le cadre de la demande qui m'a été faite aujourd'hui par Lise et par Michel, et je les remercie pour leur invitation. Je vais vous proposer une lecture de la conversion en fait, des espaces industriels le long du canal. Ma spécialité à moi, c'est plutôt l'adaptabilité et l'adaptation du bâti, avec une composante très orientée conversion des immeubles de bureaux en d'autres fonctions, et notamment des immeubles de bureaux. Alors je me suis intéressé ici à la problématique au travers du regard que les promoteurs immobiliers posent sur ce canal. Et si, comme le dit Lise, ce canal est un patrimoine, on verra un peu comment est-ce qu'il se l'approprie au travers d'une série d'images, d'une série de projets, donc une sorte de parcours que je vous proposerai le long de ce canal. Je resterai à l'échelle du bâti parce que j'ai une formation d'architecte, comme Michel l'a dit, et pas d'urbaniste. Ah oui, voilà. Alors, avant d'aborder le canal, on va peut-être essayer de faire un point d'éclairage sur Bruxelles pour essayer de comprendre, en fait, Bruxelles sous l'angle topographique. C'est un élément important, évidemment, pour bien comprendre la vision qu'on peut avoir, ou l'interprétation qu'on peut avoir par rapport à ce canal, et la division, en fait, qui lui est souvent imputée en termes de division est-ouest de Bruxelles. Donc, vous avez ici, je vous parle de topographie, mais j'ai mis une carte géologique, c'est logique. Bruxelles est établie le long d'une rivière, la Seine, qui coule et qui a un débit extrêmement variable et qui a creusé au fil des millénaires une vallée complètement asymétrique. Comme vous le voyez dans la coupe ici en bas, en fait cette vallée, elle est à peu près au niveau zéro à l'intersection des deux axes. En remontant la pente vers l'est, et pour ceux qui connaissent Bruxelles, vers la porte de Namur, etc., on est à une soixantaine de mètres. Et à la forêt de Soignes, on est à environ 135 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. La pente est beaucoup plus douce vers l'ouest. Donc, en fait, cette topographie, elle caractérise vraiment la manière dont Bruxelles s'est développée. Cette rivière, la Seine qui coulait, elle était navigable par des barques à fond plat, donc en fait on arrivait dans des marécages au niveau bruxellois, donc il y avait une rupture de charge, on devait changer en fait de moyen de transport, et c'est comme ça que Bruxelles s'est établie, s'est développée autour du centre-ville historique. Et cette pente qui caractérise vraiment l'est bruxellois, c'est là que se sont installés les nantis, la noblesse. Et donc, on a une sorte de corrélation assez forte entre cette implantation, comme je le disais, des nantis dans la pente et dans les hauteurs, et des paysans, puis des ouvriers et des marchands dans la vallée, dans le bassin, en fait, de la Seine. Ce qui est assez marquant, évidemment, c'est que cette topographie qui a impacté la sociologie bruxelloise, on peut, à travers les cartes de revenus, par exemple, comme ici sur
sur ce que vous voyez, comprendre ou avoir une lecture du territoire bruxellois qui correspond toujours à cette topographie assez spécifique. Alors, Bruxelles, c'est une ville moyenâgeuse, évidemment, un tissu urbain moyenâgeux assez conventionnel qu'on retrouve dans nombre de villes européennes, donc il n'y a rien de spécifique de ce point de vue-là. On voit ici assez clairement le tracé de la Seine qui a aujourd'hui disparu complètement, en tout cas dans son contexte urbain, parce qu'elle a été voûtée dans les années 1860. Et en fait, il ne s'agit pas d'un canal, mais de deux canaux. Donc, deux canaux qui se rejoignent à Bruxelles. Un canal qui est le canal de Willebroek, donc qui est un canal maritime qui rejoint, comme le disait Lise, Willebroek puis Anvers et l'accès à la mer. Et un canal qui est le canal de Charleroi et qui a été construit presque 3 siècles après le premier. Donc, connexion de ces deux canaux à Bruxelles et ce canal, de Charleroi, comme on le voit ici, conçu, ou enfin plutôt inauguré entre 1550, enfin construit entre 1550 et 1561, donc inauguré en 1561, autorisé presque 125 ans auparavant par Philippe le Bon. Donc une anticipation d'un besoin assez clair de développer l'axe, en tout cas vers la mer, et un canal de Charleroi inauguré presque 300 ans plus tard, qui a à peu près l'âge de la Belgique, et qui, lui, avait pour vocation, évidemment, d'acheminer le charbon et d'autres matériaux depuis la région de Charleroi vers Bruxelles et puis vers la mer. Alors, comme je le disais, ce canal, en fait, quand on a une lecture planologique de Bruxelles, on peut l'interpréter comme une fracture, une césure entre le territoire est-ouest. Ça se démontre au niveau de la carte des revenus, ici du prix des appartements. Mais c'est une interprétation qui a souvent été imputée au canal et qui a marqué en fait la conscience et l'inconscient peut-être aussi bruxellois autour de ce canal, alors qu'en fait cette lecture de ces différenciations, que ce soit ici en termes de prix de logement, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes de densité, elle est sans doute plutôt interprétée de nouveau au niveau de la topographie, plus qu'au niveau de la césure que ce canal pourrait représenter. Densité de population, vous voyez, le centre bruxellois est dense, est plus centre que la première et que la deuxième couronne. À part peut-être une petite incursion qu'on voit en clair, qui est le quartier européen, où les logements et du coup les habitants manquent assez clairement, et un accès aux espaces verts, ici représenté en rouge sur la carte, qui est déficitaire dans les quartiers centraux, donc dans les quartiers les plus denses, et qui se développe en fait le long de ce canal également. Alors, implantation des industries. Vous avez ici une carte de Jules de Waal, 1910, qui montre clairement la concentration des entreprises et de l'industrie, principalement sur la rive est du canal ici de Charleroi. Les premières implantations datent de 1840, industrie prévinaire, où on avait plutôt une industrie qui tournait autour des usines de coton.
tissus, brasseries, miroiteries, bougies, composés chimiques, imprimerie, fonderie, meunerie. Donc vous voyez que en fait, l'activité et le développement des industries a été assez considérable entre 1840 et la fin du 19e et sont restés en activité pendant un gros siècle, donc jusqu'aux années 1950-1960, jusqu'à la période de la désindustrialisation et de l'exode des industries, ou en tout cas de l'industrie lourde bruxelloise, vers la périphérie. Les activités économiques ont demeuré, mais l'industrie a, à cette période, quitté le centre-ville. Alors, le corollaire de l'activité industrielle, c'est le patrimoine des entrepôts et des hangars, qui permettent évidemment de stocker. Donc, la définition d'un entrepôt, c'est un bâtiment simplement où on entrepose les matériaux, les marchandises. Une différence peut-être entre hangar et entrepôt. Le hangar est de plein pied, donc est sur un niveau, et l'entrepôt, souvent dans sa typologie, en tout cas urbaine, est un immeuble. Donc on a une superposition verticale des lieux de stockage et une ingénierie aussi particulière qui correspond en fait aux différents types d'entreposage et de matériaux ou de marchandises qui sont entreposés. Vous avez ici 3 exemples, le bois, la bière, le textile. Ces entrepôts étaient évidemment conçus de manière différente en fonction de ce qu'ils abritaient. Vous avez ici aussi une carte de la répartition de ces implantations et des entrepôts qui demeurent. Mais donc c'est extrêmement intéressant du point de vue typologique évidemment et du point de vue architectural parce que ces constructions reflètent l'usage qui en est fait. Évidemment quand on entrepose du textile on a besoin de lumière naturelle donc on doit peut-être éclairer zénitalement. On doit renforcer les planchers quand on entrepose de la bière à cause du poids, etc. etc. Alors, petite incursion ou petit voyage vers Chicago. Et pour faire peut-être un lien aussi avec Louis Sullivan, qui est le père de l'architecture moderne et de la maxime Form Follows Function que tous les architectes connaissent. Petit comparatif qui est voilà, peut-être surprenant, mais 2 villes, Bruxelles, Chicago, on est parti là-bas avec des étudiants très récemment, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais qui ont voilà, une population qui est pas vraiment comparable, une densité qui est en fait inférieure à Chicago par rapport à ce qu'on pourrait penser, et cette image de la ville des gratte-ciel qu'on a tous dans notre imaginaire collectif. Chicago qui est implanté donc, dans l'État de l'Illinois, au bord du lac Michigan, et qui est aussi traversé par une rivière qui a connu un bouleversement ou un changement ou voilà, une inversion en fait, qui a été un événement assez majeur dans la manière dont Chicago s'est développé, a évolué, et j'y reviendrai. Donc, au bord du lac Michigan, un des 5 grands lacs au nord des États-Unis, la plus grande réserve d'eau potable au monde, et une histoire, comme vous le verrez, qui est similaire en quelques points. Donc Chicago et Bruxelles sont 2 villes qui ont connu des traumatismes et la destruction. Vous avez ici une image du bombardement de Bruxelles par les Français. Donc, le maréchal de Villeroy, maréchal de Louis XIV, qui, on ne sait plus exactement pour quelle raison, a décidé de bombarder Bruxelles fin du XVIIe siècle. Sans doute par frustration, parce qu'il n'avait pas réussi à conquérir d'autres villes de la région.
Bruxelles qui a vécu ce bombardement qui est recensé comme sans doute l'élément le plus destructeur dans l'histoire de la ville, mais qui a été sans doute aussi le premier, parce qu'effectivement, des destructions à Bruxelles, on en a connu plusieurs, d'ordre urbanistique notamment. Donc, histoire intéressante parce que vous le voyez là sur la carte, toute la zone en blanc au milieu est la zone qui a été détruite. Cette destruction a sans doute donné lieu aussi à un renouveau. La Grand Place telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est la résultante en fait de cette motivation post-destruction de reconstruire Bruxelles et d'en faire un joyau et de faire notamment une place qui est considérée par certains, surtout par les Bruxellois, comme la plus belle place du monde. Et Chicago, qui a aussi connu une histoire similaire, quelques siècles plus tard, mais avec un grand incendie, le grand incendie de Chicago, 1871, et qui est souvent repris comme l'événement qui a permis à Chicago, en fait, par cet effet de tabula rasa, de renaître de ses cendres, de développer aussi l'architecture de grande hauteur, les gratte-ciel, etc. Et en fait, d'impacter toute l'architecture du XXe siècle avec l'école de Chicago, les grands architectes, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, etc. Autre élément comparable, c'est la configuration urbaine. Donc effectivement, il y a ce principe connu des urbanistes qui est le principe de Burgess qui montre en fait cette vision sociologique très américaine de la ville concentrique avec un centre qui est plutôt dévolu au CBD, donc comme on dit, le Central Business District, donc là où se passe l'activité économique, l'activité de bureau, l'activité administrative, et en deuxième ligne directe, l'activité industrielle, et puis le résidentiel, d'abord ouvrier, plutôt lower class, et les nantis ou le résidentiel haut de gamme, où les plus aisés vivent en fait en périphérie. Donc pour ça, Bruxelles a évidemment ou est connue pour avoir une configuration qui est très inspirée du modèle américain. Et finalement, cette rivière, donc, qui est la rivière de Chicago qui s'est implantée, comme je le disais, en 1832 et développée de manière assez considérable. Vous voyez là l'évolution démographique sur un bon siècle. La rivière à Chicago était, comme l'était la Seine chez nous, un dépotoir, un égout à ciel ouvert, servait aux industries et aux habitants pour, en fait, refouler les eaux usées, les déchets, etc. Et on l'appelait d'ailleurs à Chicago la rivière arc-en-ciel parce qu'elle était rouge du côté des abattoirs, elle était jaune du côté des tanneries, donc elle avait des couleurs différentes en fonction de son parcours, et les rives, les berges se solidifiaient, comme on le voit ici, avec une poule là, qui est là au milieu, à cause des crasses, à cause des résidus, à cause des dépôts. Et c'est fin du XVIIIe que certains ingénieurs ont décidé de creuser un canal, parce qu'en fait, cette rivière se déversait donc dans le lac Michigan, et donc polluait le lac, qui était la réserve d'eau usée de la ville de Chicago. Donc Chicago avait un problème, puisqu'ils polluaient eux-mêmes leur propre réserve d'eau potable. Et des ingénieurs sont venus avec l'idée d'inverser le cours de cette rivière, et donc en fait, plutôt qu'elle débouche dans le lac, de faire en sorte qu'elle rejoigne le Mississippi, et donc de vraiment inverser son sens. C'est considéré comme un des ouvrages les plus importants au niveau de l'ingénierie aux États-Unis.
Et ça a fonctionné. C'est moins sympa pour les villes qui étaient évidemment en aval, donc Saint-Louis, etc., qui ont après reçu toutes ces eaux. Mais voilà. Aujourd'hui, Chicago, cette rivière est évidemment l'épine dorsale de la ville. Les berges ont été aménagées. C'est le lieu d'attraction touristique. C'est le pôle qui focalise autant l'activité économique que les activités de loisirs, les promenades architecturales sur les bateaux, etc. Donc, c'est vraiment devenu le centre de la ville. Alors, est-ce que Bruxelles est en train de vivre la même expérience? Voilà, Lise a bien mis le contexte par rapport au plan, à la vision et aux ambitions qui tournent autour de notre canal bruxellois aujourd'hui. Je vais vous raconter ou peut-être interpréter quelques projets qui se situent le long de ce canal. Alors, comme vous voyez, les noms de ces projets sont fort inspirés, évidemment, de cet usage aquatique, maritime. Et en immobilier, les noms sont toujours assez importants. On vend toujours d'une certaine manière, le promoteur vend toujours quelque chose. Donc, des parcs, des courts, des views, des towers, des plazas. C'est évidemment la même chose le long du canal et c'est ce qu'on verra. J'ai pris quelques images de projets, de sites internet, simplement pour essayer de voir comment tout ça a été interprété. Et on verra, évidemment, si par rapport à ce que Christian Hoss disait en paraphrasant Victor Hugo sur l'usage et la beauté, si cette beauté appartient à tout le monde et quels sont les usages qui sont faits. Canal qui est évidemment un terrain d'expérimentation urbaine à grande échelle, parce qu'il représente aussi une réserve foncière assez considérable, étant donné son passé industriel et le potentiel qu'offrent toutes ces friches qui se trouvent tout au long du canal. Premier exemple, Home Invest, donc une boîte de promotion immobilière qui fait de l'immobilier résidentiel. On parle d'un projet qui s'appelle The Factory, qui est donc juste derrière le Meininger et projet dont on parlera tout à l'heure. Ancien site Aillé, donc anciennes imprimeries en fait. On est vraiment sur un procédé de démolition-reconstruction complet. Donc du passé industriel, on n'a gardé que le nom, mais voilà, on est sur du neuf pur et dur. Autre exemple ici, le Nautilus, donc nom emprunté à Jules Verne. Projet d'une taille assez considérable, on est sur près de 200 appartements, et c'est pour ça que je disais que c'est aussi un terrain d'expérimentation, c'est que la taille d'un immeuble appartement moyen à Bruxelles, c'est une dizaine d'appartements. On a vu au cours de la dernière décennie ou des 15 dernières années se développer le long du canal des projets d'une ampleur qu'on n'avait pas encore vraiment connue, en tout cas en centre urbain, qui existait peut-être en première ou en deuxième couronne. Et ici, parce que au travers de la communication en fait, du promoteur, on voit clairement qu'on vend les vues. Les vues sur un canal, des vues exceptionnelles, des logements qui sont, comme on le voit ici, une espèce d'énorme penthouse, donc assez déconnecté du contexte en termes socio-économiques, mais du contexte urbanistique aussi.
Autre projet qui a fait couler beaucoup d'encre, celui des rives, donc, qui a eu plusieurs noms, River Square, projet des rives, donc, qui avait pour but de créer une marina, voilà, une sorte d'incursion aquatique avec des yachts et des bateaux qui devaient se développer pas loin du quai de Beeston. Projet qui est en amont de toutes les réflexions sur le plan canal, mais qui a fait énormément parler de lui et qui a aussi amené d'une certaine manière beaucoup d'attention sur la zone du canal. Alors, les promoteurs ont l'habitude de se voir et de se croiser ou d'aller au MIPIM chaque année, donc qui est sur la Croisette à Cannes. C'est sans doute là que ce projet a été élaboré ou réfléchi ou conçu. Mais quand je dis des promoteurs, c'est vrai, mais les politiques y vont aussi. Hein, donc, il y a quand même... les Belges aiment aller chercher le soleil une fois par an pour parler d'immobilier là-bas. Mais voilà, un projet qui est sans doute en totale déconnexion aussi avec son contexte, qui a été voilà, abandonné, puis repris, puis abandonné de nouveau. Le terrain est toujours en friche aujourd'hui. Il a changé de main plusieurs fois. Mais donc voilà, un des éléments. On a ce projet-ci aussi, Key West, qui est sans doute un des plus grands projets parce qu'il fait partie d'un PPAS au niveau du bassin de Beeston. Ce bassin qui est une zone où le canal est en fait assez élargi et où voilà, le promoteur vend ou propose un habitat abordable, durable, au bord de l'eau. Alors, Lise en a parlé brièvement, mais il y a cette problématique des émus. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Ces émus qui sont des zones d'entreprise en milieu urbain, qui ont été en fait proposées le long de ce canal principalement pour permettre d'une part de maintenir l'activité productive en ville et d'une certaine manière de la pérenniser, mais qui ont aussi permis de développer du logement sur des terrains anciennement industriels. Donc, une modification du PRAS, objectif de créer du logement, des aménités pour les populations, mais grande nouveauté au niveau urbanistique et donc problématique de comment est-ce qu'on intègre ça, comment est-ce qu'on réalise des projets qui tiennent compte en fait de ces données, de ces éléments, de ces contraintes, parce que voilà, le promoteur était censé, en tout cas sur voilà, une partie de la parcelle, 90% de la parcelle, avoir de l'activité productive. Mais donc ce projet Key West, on ne la voit pas du tout, en tout cas dans sa proposition visuelle. On voit par contre un petit canoë ou un petit kayak. Donc on vend aussi de nouveau un projet de manière... c'est presque devenu un lieu de villégiature, c'est un lieu voilà, de récréation et de loisirs. Tous les socles de ces bâtiments sont censés être en ZEMU et donc développés comme des socles d'activité pour ateliers, stockage, etc., donc pour correspondre avec cette ZEMU. Je ne vais pas charger les promoteurs et faire une analyse critique uniquement de ces projets en disant « Ah, regardez comme ils n'ont pas bien fait », ce n'est pas ça le but. L'idée, c'est d'essayer aussi de mettre ça en perspective dans le temps. D'une part, ces projets correspondent aussi à cette vision ou à cette volonté politique de développer principalement du logement, mais aussi toute une série d'autres fonctions le long du canal. Comme je le disais, canal, réserve foncière, et donc opportunité pour le politique et pour les promoteurs de développer du logement, qui est quand même largement déficitaire à Bruxelles.
et un temps très court finalement, parce que comme je le disais, voilà, Zemu, avant de comprendre ce que ça veut dire, avant de comprendre comment est-ce qu'on marie du logement avec de l'activité productive et comment est-ce qu'on peut en fait limiter les nuisances des activités productives pour pouvoir faire du logement au-dessus, ben, il faut de la pratique, il faut étudier, il faut savoir comment faire. Souvent les promoteurs avec de bonnes intentions, comme ici, ben, essaient de s'entourer aussi de bureaux d'études, de conseils, etc. pour essayer de savoir quoi faire, mais pas toujours simple. Autre exemple ici, projet qui est en zone Zemu, CityDocs. Énorme projet. On parle sur l'ensemble du site de 900 logements. Et bien là, on le voit, le socle a été travaillé pour les activités productives, et puis le promoteur a proposé, ou l'architecte a proposé plutôt un tampon qui est le parking, qui est en +1, et qui fait en fait espace tampon entre les activités productives et les logements, qui sont des tours qu'on vient poser en fait sur ces socles. Un urbanisme qui en fait très fortement penser aussi à l'urbanisme du quartier nord à Bruxelles, pour ceux qui connaissent, donc cet urbanisme moderniste où on avait les socles plutôt commerciaux et des bâtiments de bureaux ou des tours sur cet urbanisme de socle. Mais néanmoins, une certaine intelligence ici au niveau de la manière dont sont traitées les fonctions et les différentes affectations. Projet qui, comme on le voit ici, est assez considérable de par sa taille. Alors, d'autres projets ont échappé à cette imposition Zemu, comme ici, Canal Wharf, Algérie Estate, le long du canal. Certains éléments du patrimoine sont repris ici parce qu'ils sont en fait à proximité simplement. Donc il y a quelques grues encore le long du canal qui évoquent évidemment son passé industriel. Et bien qu'elles ne soient pas nécessairement reprises dans la communication, parce qu'on voit ici que Canal Wharf est idéalement situé dans le quartier le plus trendy de Bruxelles, mais font partie évidemment du paysage et de l'environnement direct de ces projets. Projet Riva est un autre exemple qui a... alors certains marchent très bien, commercialement parlant en tout cas, donc se remplissent très vite, trouvent preneur, et n'ont aucun souci de commercialisation. D'autres projets restent vides pendant quand même assez longtemps, parce qu'on a un nombre aussi assez incalculable de logements qui arrivent dans une période assez courte, et il faut évidemment trouver des occupants d'une part ou des investisseurs, sachant que beaucoup de ces produits immobiliers sont quand même destinés à des investisseurs, donc des gens qui ont 300 000 à placer ou 400 000 euros à placer, qui ont envie d'investir dans un appartement et de le mettre sur le marché locatif. Ce projet-ci, c'est le projet Upside, qui a sans doute été aussi un des premiers, qui a fait couler beaucoup d'encre aussi. Donc on est sur 250 appartements, 140 mètres de hauteur, donc c'est la tour résidentielle la plus haute de Belgique, comme disait Lise. C'est même la plus haute par rapport au territoire français. Donc en France, il n'y a pas de tour résidentielle, en tout cas de cette hauteur-là. Projet qui a eu énormément de problèmes aussi au niveau de sa commercialisation. En tout cas, ça a mis longtemps. Il y a eu beaucoup d'histoires au niveau du penthouse qui a changé de main plusieurs fois. Les égouts étaient déversés dans le canal. Donc voilà, il y a eu beaucoup. Ça a focalisé beaucoup d'attention. Mais peut-être voilà, de nouveau aussi un projet qui a, de par cette focalisation, amené aussi un regard et de l'intérêt le long du canal. Et puis une espèce de coût immobilier phénoménal, vu que le promoteur avait acheté en gros un garage, un espace
de stockage et a pu assez miraculeusement tout d'un coup construire un bâtiment de 40 et plus étages. Alors autre projet qui est un peu plus ancien, ancienne école vétérinaire, qui montre là un bâtiment qui n'a pas grand-chose d'industriel, mais qui est un bâtiment avec une valeur patrimoniale certaine, classée, mais qui a aussi été repris par un promoteur qui a voulu en faire du logement plutôt haut de gamme. On a une étudiante qui a travaillé sur ce projet et elle a mis en exergue le nombre de problèmes en fait, qui ont découlé de la réhabilitation de ce bâtiment, mais qui était aussi un peu déconnecté de son contexte, parce que c'était des logements franchement très chics et très haut de gamme. Un bâti très figé, parce que classé, et donc pas possible de remettre des cloisons pour faire des chambres supplémentaires, etc. Et puis une gestion d'un parc qui a été assez calamiteuse, avec des portes qui restaient ouvertes tout le temps, des communs en fait qui n'ont pas du tout été intégrés et gérés correctement. Autre exemple, long de Tour et Taxi, je termine. Usine Saint-Michel, usine de stockage de tabac qui ont été, pour le coup, elles, transformées en école. Et donc, autre possibilité de réaffectation et d'usage, c'est évidemment les équipements. Projet qui a été étudié en logement, en hôtel, en différentes fonctions, mais qui finalement a trouvé un usage assez pertinent en école. Alors, je vous parle aussi de CityDev rapidement et de ce projet-ci, Tivoli Green City. Il y a des tas de choses à dire sur ce projet, sur sa pertinence et sur toutes ses qualités. On est sur un projet qui est à moitié centre d'entreprise avec de l'activité productive et pour bonne partie aussi du logement, donc près de 400 logements, une taille assez considérable, des critères environnementaux très poussés. On est sur principalement de la construction neuve aussi, même s'il y a un bâtiment d'immobilier résidentiel commun qui a été réhabilité. Mais CityDev, voilà, qui a pour vocation de produire du logement conventionné, c'est-à-dire du logement avec un subside pour essayer de garder les habitants bruxellois à Bruxelles avec des conditions de rester un certain nombre d'années dans leur logement. Alors on parlera aussi brièvement de ce projet-ci qui est toujours en friche, les brasseries Atlas, rachetées par Christophe Lambert, qui est un acteur bien connu des années 80-90, qui s'est reconverti dans l'immobilier et qui voilà, a étudié plusieurs projets sur ce site, projets qui n'ont jamais été validés, jamais été acceptés, site qui est aujourd'hui squatté, occupé par, c'est du squat bien encadré, mais occupé par des artistes et en logement notamment aussi. Voilà, évolution de ce patrimoine en devenir, c'est sans doute encore un des grands sites autour du canal qu'il y a lieu de convertir. Et donc, voilà, importance aussi, bien évidemment, connaître ces bâtiments, connaître leur qualité pour pouvoir proposer des affectations et des usages cohérents. Et je terminerai sur ce projet-ci, qui est un projet de Dieterun sur un site qui leur appartient depuis des décennies. Projet intéressant parce qu'il est envisagé sous l'optique de l'adaptabilité du bâti et donc de l'anticipation de différents usages dans le temps, où ici, voilà, on a une réflexion au patrimoine, mais pour le patrimoine du futur. On a un bâtiment qui est conçu, adaptable, réversible,
avec différentes fonctions qui ont été envisagées, étudiées. Donc aujourd'hui, il sera conçu comme centre d'hébergement d'un showroom, des ateliers, etc. pour D'Ieteren, mais qui anticipe aussi déjà de grandes modifications en termes de mobilité et donc d'autres usages potentiels, mais sont ici chez eux, donc sur un bâtiment et sur un terrain qui leur appartient, donc ils peuvent quelque part aussi se permettre cette vision très long terme de différentes affectations au cours d'un, 2 siècles, avec une logique très claire sur une structure qui peut rester en place pendant plusieurs décennies, une façade qui est là pour 50 ans, des techniques qui sont là pour 25 ans, et des finitions qui sont peut-être là pour 15 ans. Donc avec voilà, l'intégration de l'ensemble de ces paramètres, ben, ce type de projet va évidemment dans le bon sens au niveau de l'anticipation de cette adaptation, de cette adaptabilité du bâti, et fait bouger les lignes aussi peut-être en termes de bons exemples, même s'il y a certainement plein de choses à dire sur les qualités de ce projet-ci. Mais voilà, par rapport à la promotion immobilière qui regarde quand même toujours un peu les projets de manière court terme, c'est-à-dire même si les permis sont longs, même si le temps d'un chantier prend quelques années, le but d'un promoteur est quand même bien souvent, en tout cas dans tout ce que vous avez vu en termes de logement, de rentrer dans un projet, de le développer, de l'exploiter et puis de le revendre à un investisseur ou à des particuliers. Et donc le promoteur n'est pas lié à cette vision long terme, même si ça change avec les données macroéconomiques aujourd'hui, la liquidité des biens sur le marché qui est de plus en plus complexe, et donc des promoteurs qui sont quand même aussi en train d'un peu de changer de métier et de casquette, parce qu'ils vont de plus en plus garder les bâtiments et devoir les gérer, et donc sans doute devoir développer aussi ces visions long terme. Voilà, merci à tous.